L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur la radio d'ici et d'ailleurs, reçoit ce dimanche Demba Moussa Dembélé, économiste et un des organisateurs des samedis de l'économie, et Ousmane Sène, directeur du WARC, Centre Ouest Africain pour la recherche. Les thèmes vont porter sur la restauration du poste de Premier ministre. Quelles en peuvent être les causes? L'échec du fast-track? Quelle lecture? Quels sont les enjeux de la présidentielle gambienne du 4 décembre prochain pour le Sénégal? Le sommet Afrique-Chine, quel dessous géostratégique? Rendez-vous ce dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 11h sur iRadio 93, la première radiovision du Sénégal. Nous sommes dimanche 28 novembre 2021. Merci d'être à l'écoute de l'Air du temps. Bienvenue à tous. Avec nous, Ousmane Sène, directeur de WARC, Centre Recherche Ouest Africain, et Demba Moussa Dembélé, économiste et l'un des organisateurs des samedis de l'économie ici au Sénégal. On connaît Demba Moussa Dembélé de par sa présence sur l'espace politique et surtout économique, l'espace public. Idem pour Ousmane Sène. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le Conseil des ministres annonce le retour du poste de Premier ministre. Demba Moussa Dembélé, est-ce que c'était une nécessité? Merci beaucoup, Alassane. C'est encore un plaisir de me retrouver ici et surtout d'avoir mon gamou, le professeur Ousmane Sène. Ousmane Sène en face. C'est vraiment un grand plaisir de le retrouver, comme je te disais l'autre jour. Alors, est-ce que c'est une nécessité? Bon, ce qui est sûr, c'est que c'était dans la Constitution. Dans la Constitution, ce qui veut dire que si on l'a prévu, c'est que la Constitution jugeait que c'était nécessaire. Bon, depuis quelques jours, on parle de suppression antérieure du temps d'Abdou Diouf et des retours. Et est-ce que aujourd'hui, dans le contexte actuel, le poste de Premier ministre est une fonction qui est nécessaire? Nous sommes à quelques 2 ans ou 2 ans et demi de la fin du mandat du chef de l'État, qui avait décrété la suppression du poste pour aller plus vite. Il y a 2 ans et demi. Voilà. Et il s'est peut-être rendu compte que son fast-track ne marche pas comme il le voulait. Mais certains disent que le poste de Premier ministre sert à couvrir le chef de l'État. On a vu le mois de mars dernier, avec l'explosion de violence, il s'était retrouvé presque tout seul. Alors que s'il y avait un Premier ministre, peut-être qu'il aurait servi de fusible et que la colère serait dirigée vers lui, quelque chose comme ça. Ainsi de suite. Bon, c'est sûr que d'une certaine manière, ils ont besoin de quelqu'un pour les protéger. Et peut-être que pour une meilleure organisation de l'action gouvernementale, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit à la tête et qui essaie de coordonner cette activité-là. Parce que lui, avec toutes les préoccupations qui sont les siennes, je pense qu'il n'a pas ce temps. Ousmane Sène, l'argument qui avait été avancé par le chef de l'État en supprimant le poste, c'était qu'il voulait concentrer la plupart des actions à son niveau, de fast-track, faire très vite la célérité dans la gestion des dossiers. Mais c'est ainsi, si on revient à ce principe de faire revenir le poste de Premier ministre, c'est l'échec du fast-track. Oui, mais moi la question préalable que je voulais poser, c'est celle-ci. Au moment où le président supprimait le poste de Premier ministre, qui était le titulaire? N'est-ce pas Abdallah John, Boun Abdallah John, oui. Voilà, Boun Abdallah John, à qui on peut reconnaître certainement certaines qualités. Il a mené la campagne du président avec brio. C'est quelqu'un qui travaille et dans son bureau ou sur son bureau, les dossiers ne traînent certainement pas. J'ai eu la chance par hasard de me retrouver dans son bureau par rapport à un dossier. Et c'est justement ce qu'il reprochait à ce ministre, que le dossier n'avançait pas. Compte tenu des relations tellement étroites entre Boun Abdallah et Macky Sall, qu'il appelle mon patron, est-ce que c'était le moment d'enlever le poste de Premier ministre? À moins qu'à cette époque-là,
il se soit rendu compte, ou Boun lui-même soit rendu compte que sa santé était fragile. Mais dans tout ce pays, le Sénégal, je dis, s'il y a un premier ministre qui peut aller au même rythme que le président Macky Sall, c'est bien Boun Abdallah. Donc, pourquoi on a supprimé le poste de Premier ministre à cette période-là? Est-ce que Abdallah était malade et que le président ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un d'autre que Abdallah? Ou est-ce qu'au lieu de fast-track, il y avait d'autres objectifs? Il faut voir un peu la posture de certains proches de Macky Sall qui sont partis et qui jusqu'à présent n'ont pipé mot. Il y a des directeurs généraux, vous les envoyez, ils disent je vais former un parti, ils se mettent sur toutes les radios à crier. Mais il y a un groupe, on ne les entend absolument pas. Mimi Touré, à un moment, on l'a entendu, mais elle a vite fait d'arrêter. Mais l'argument qui était avancé, c'était que le dossier aille plus vite du fast-track. Mais est-ce qu'à l'épreuve, 3 ans après, on s'est rendu compte que le fast-track dont on parlait n'avance pas. À plusieurs reprises, on a annoncé ici le départ de terre. Il est toujours à quai. On dit encore le BRT, ça a commencé. On a vu la circulation que ça fait à Dakar, le calvaire que les Dakarois vivent par rapport à ça. Mais c'est pour ça que ce fast-track-là, je le remets en cause. Ce que je veux dire, c'est, je ne dis pas non. C'est l'argument qu'on nous a avancé. Mais quand on réfléchit et quand on épluche la situation depuis le début jusqu'à présent, au fond, ce fast-track-là, qu'est-ce qui le justifie? Sauf le fait d'avoir été brandi. Vous avez raison, les dossiers peut-être avancent, mais avancent exactement au même rythme. D'où la question, pourquoi avoir supprimé le poste au-delà du prétexte qu'on nous a avancé fast-track? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Où est John? Là. Ah ben voilà, moi je pose des questions par rapport à 2024 ou des échéances qui se rapprochent de ça. Oui, mais on a parlé aussi de l'avancée de finance. Le président disait que oui, si il faut aller au travail, on doit travailler, aller très vite. Il ne faut pas qu'on se concentre sur la probable succession du président. Mais on ramène le poste, on revient à la situation hantée. Oui, mais le professeur a raison. John c'était un type loyal à toute épreuve. Il était tout ce que désirait Macky Sall, il le faisait. Et il semblait tenir son gouvernement. Il semblait le tenir. Mais et après, quand il a supprimé le poste, il l'a amené à la présidence. Mais quelques temps après, il se débarrasse de tout le monde. John et d'autres ministres, les Amadouba, les Ali Ngouille Ndiaye et autres, soi-disant parce que, paraît-il, peut-être au sein de leur... qu'ils ont des ambitions. Voilà. Il y a eu des délits d'ambition, Voilà. c'est ça? Mais pourquoi? Le pays n'appartient pas à Macky Sall. C'est clair. C'est une république. Mais tout le monde a raison d'avoir des ambitions. Ce n'est pas à Macky Sall de freiner A ou B. Et donc, je crois que c'est une erreur. Il s'est rendu compte que c'était une erreur. Et peut-être qu'il a été mal conseillé par certains de ses proches. Parce que, vous savez, au sein de l'APR et même de Benno Bokk Yakaar, il y a tellement de crocs en jambes. Et il a été mal conseillé. Il a cru qu'en concentrant tout entre ses mains, il pourrait faire mieux. Mais après, il s'est rendu compte que non, ça ne marche pas. Donc, je crois que c'est... Et le retour de ce poste engendre encore une réforme constitutionnelle. Bien sûr. Parce que ça va toucher encore la constitution du Sénégal. Parce que ça va passer par l'Assemblée nationale, encore. Et c'est pourquoi j'ai vu dans la presse, les gens ont été très sévères. Ils tripatouillent notre constitution, ils ne respectent pas les Sénégalais. Tu vois, selon ses désirs, il change la constitution comme il veut. Alors que je me rappelle, en 2016, quand il faisait sa réforme constitutionnelle avec le référendum, il disait que c'est fini, on n'y touche plus. Et entre-temps, je crois que ce sera la 2e ou 3e fois qu'il y touche. Et donc c'est malheureux. Et maintenant, on va voir. Est-ce que le fait de ramener le poste de Premier ministre ne peut pas empêcher aux gens de penser que celui qui sera nommé aura passé la position du dauphin? Mais ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Mais il y en a qui sont partis pour revenir. Regardez l'épisode Amadouba. Je veux me positionner pour la mairie de Yoff. On l'endussiade, mais pratiquement le lendemain, il se met à voyager avec le président. Qu'est-ce qui se prépare là?
Je vous le dis. Je dis Ali Ndiaye, je dis Amadouba, je dis Mimi Touré, je dis Mohamed Sissé. Même si celui-là, il n'est pas très politique, tous ces gens-là, c'est de gros gabarits. Vous pensez que parmi eux, le potentiel Premier ministre, on pourrait le trouver là-bas? C'est ça que vous dites? Moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que pour moi, Fast Track, pour moi, c'était un alibi. Mais il y a quelque chose derrière. Parce que ce groupe-là, il est soudé. La seule personne que l'on ne voit plus, c'est Makhtar Cissé. Mais je vous l'ai dit, Makhtar, il est extrêmement compétent, mais il n'est pas très politique. Tous ces gens-là, au fond, rôdent autour du président. Qu'est-ce qui est en train de se préparer par rapport à 2024? Moi, je dis, il n'y avait aucune justification pour supprimer John. Je n'ai pas dit le poste de Premier ministre, je dis la personne. John est l'incarnation de Macky Sall, pratiquement. Il n'y a jamais eu de dissension entre eux. Si John ne peut pas l'aider à avancer les dossiers, qui d'autre pourrait le faire? Le président lui-même, il le sait, c'est un être humain. À vouloir travailler sur tous les dossiers, il s'épuise. Ça, il le sait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on est en train de couver pour préparer une certaine échéance. Moi, c'est comme ça que je lis. Oui, mais et le bilan de tout ça, 3 ans après, le bilan de tout ça, est-ce qu'on a gagné quelque chose, le pays a avancé sur certains dossiers? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou pas? Ou bien on a fait des surplaces? Mais je crois que tout le monde constate que pratiquement on n'a pas avancé. Vous avez eu l'explosion du mois de mars dernier, les jeunes. On a vu tout à l'heure, tu parlais du terre. Jusqu'à présent, on attend. Tous les emplois qui ont été promis aux jeunes qu'on ne voit pas, et d'autres dossiers. Donc, ce qui veut dire que le président a peut-être fait perdre du temps au pays pendant cette période-là. Parce que, tout simplement, on n'a pas vu à quoi a servi ce fast-track. Parce qu'aucun dossier n'a été diligenté, aucun dossier important n'a été diligenté. Sauf quand il s'agit de casser de l'opposant, comme on dit. Mais sinon, du point de vue d'abord de la croissance, avec maintenant le Covid-19 à bon dos, le taux qui était prévu en 2020 est tombé pratiquement à 1%. Donc ça, c'est le Covid, c'est pas nous. Mais du point de vue de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, il n'y a absolument rien du tout. Au contraire, la vie chère, tout le monde constate aujourd'hui. Le problème du loyer, il revient là-dessus, après plusieurs années, d'une loi qui a été mise dans les tiroirs. Donc, sur les dossiers qui préoccupent le peuple sénégalais, rien n'a changé, rien n'a avancé. Au contraire, on fait du surplace et même des fois, il y a des reculs. Sur le plan démocratique, par exemple, c'est sûr qu'il y a des reculs certains. Et tout le monde le constate. Et un groupe d'universitaires, plus de 100 universitaires qui avaient signé, vous vous rappelez tous, une déclaration parlant de la mort pratiquement de l'état de droit dans ce pays-là. Oui. Et je crois que le fast track aussi a engendré une sorte de monstre, tu vois, et qui fait que donc sur beaucoup de dossiers, c'est la stagnation, voire du recul. Oui, et c'est ce diagnostic qui a été fait par rapport au dossier qui était là, le prix de loyer, on va revenir dans le prix de loyer. Momar Ndao a dit ici sur cette antenne qu'il est impossible quasiment de baisser le loyer. Pour la bonne et simple raison, ce sont les agents des impôts et domaines qui sont les principaux bailleurs et les magistrats qui sont les bailleurs, ceux qui louent aux Sénégalais. Momar Ndao l'a dit ici clairement. C'est pourquoi cette loi-là, elle est vouée à l'échec. Si on ne prend pas trop par les cornes, est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Mais c'est très sérieux. Les agents des impôts et domaines, c'est très sérieux parce que les magistrats soient des bailleurs dans ce pays. Oui. Non, c'est un dossier très sérieux. Au-delà du dossier, c'est une situation très sérieuse. Parce que si des hauts fonctionnaires se permettent de gangrener le système pour des intérêts personnels, alors dans ces conditions, il y a de quoi désespérer. Il est évident que le loyer est excessivement cher à Dakar et il y a lieu de revoir ça. Je crois que les gens, quand même, ils perdent de vue quelque chose. À force de vouloir trop gagner, vous créez des situations qui risquent d'exploser et vous perdez tout.
Je crois que là, l'assiette foncière de Dakar est très réduite. Très réduite. Et j'ai vu le calvaire de ceux qui quittent ici pour aller rentrer chez eux parce qu'ils habitent Mbao, ils viennent à Dakar. J'ai l'expérience puisque j'ai des agents qui sont dans cette situation. C'est extrêmement difficile. Donc je crois que ça fait partie aussi, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas tout simplement donner un chèque à la fin du mois, mais l'égalité des chances, c'est voir aussi comment ceux qui offrent un produit sur le marché, on peut quand même les appeler à vendre ce produit-là à un prix qui corresponde au pouvoir d'achat de la population. Le loyer, un appartement, une chambre, c'est un produit, vous ne pouvez pas le mettre sur le marché en le vendant à un prix qui satisfasse vos ambitions ou votre appétit ou votre greed, votre gourmandise. Je crois que là, le président a peut-être promis de faire quelque chose. Il faut absolument que là, il y ait fast track et qu'on fasse en sorte que le loyer soit, qu'il soit possible, si vous voulez, aux acheteurs ou en tout cas aux locataires de pouvoir y accéder. Mais à nouveau, Alassane, moi je dis, pour clore ce chapitre-là, que cette question de Premier ministre et de fast track, moi la manière dont c'est enveloppé là, j'attends voir. Je ne voyais pas la nécessité d'enlever le Premier ministre. Je n'ai pas vu ce que ça a produit une fois qu'on l'a fait. Je suis persuadé que le résultat se verra un peu plus tard. Vous vous rappelez à Ablaye Wade, quand Macky Sall bon, je dis qu'il faut le 2024 avec ce qu'il est en train de mettre en place. Parce que le président là, il est peut-être technocrate, mais on s'est rendu compte qu'il est fin politique. Est très taciturne, il ne parle pas. Ce qu'il est en train de mijoter là, on va voir ça peut-être plus tard. Ce que je crois. Mais pendant ce temps, les Sénégalais attendent que la vie change, qu'ils vivent mieux. On parlait de la question concernant aujourd'hui la location au Sénégal, avec ce que Momaranda a fait comme révélation. Est-ce que ça prouve qu'il y a une gangrène, une corruption dans l'administration sénégalaise? Vous savez, Alassane, oui. Ce pays est l'un des plus corrompus, pas seulement d'Afrique, mais du monde. Nous connaissons tous comment ce système a pourri la vie des Sénégalais. Ce que Momaranda a dit, il y a une part de vérité. Ce sont les gros bonnets qui ont des immeubles, parfois construits avec de l'argent sale. Il faut le dire. Sentif est juste à côté. Ils sortent des rapports sur la circulation de l'argent sale dans ce pays-là. Et ce sont les gros bonnets qui sont dans ce business. La preuve, un ancien député pris en flagrant délit de trafic de faux billets. Un député. Et puis d'autres peut-être qu'on ne connaît pas. Et donc il y a une part de vérité dans ce que Momar Ndao a dit. Vous savez, le président avait créé l'OFNAC en disant voilà, c'est pour faire peur aux agents qui sont mêlés dans des trafics d'influence, dans la corruption. Apparemment, l'OFNAC ne sert à rien. Oui, mais le premier rapport avec la dame Nafi Ngom Keïta, ouais. Quand elle a épinglé celui qui aujourd'hui qui a eu une promotion, Anne, qu'est-ce qui arrive à Nafi Ngom Keïta? On l'a limogé. On a mis le rapport dans les tiroirs. Et depuis lors, l'OFNAC ne sert pratiquement à rien. L'OFNAC ne sert pratiquement à rien. Et la corruption s'est développée à une allure incroyable, dans des proportions incroyables. Et ça, c'est une réalité. Tout le monde le dit. Que, surtout la grande corruption. Vous voyez des bâtiments qui sortent de terre un peu partout. Et les gens se posent la question de savoir, mais où est-ce qu'ils ont pris l'argent? Alors que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Ouais. Le défaut... et la pauvreté a augmenté, d'après le rapport de l'ANSD. Ouais, le défunt ministre Youssou Ndiaye disait des enrichissements sans cause. Voilà, des enrichissements sans cause. Et ça ne peut être que des gens connectés au pouvoir. Et c'est pourquoi moi je dis que la corruption, peut-être, n'a jamais été aussi grave dans ce pays que sous ce régime-là. Vous suivez l'air du temps qui reçoit Demba Moussa Dembélé, économiste et analyste, et aussi Ousmane Sen, directeur de WARC, Centre africain de recherche.
ouest-africain, centre ouest-africain de recherche. Ousmane Sen, la Gambie va voter le 4 décembre prochain pour choisir son président. Barrow qui avait promis aux Gambiens de faire une transition de 3 ans, finalement il a fait 5 ans. Il se représente encore pour la prochaine présidentielle gambienne. Quels sont les enjeux de cette présidentielle pour le Sénégal? Il avait promis aux Gambiens ou il avait promis à ses partenaires. Voilà. C'est ça aussi. Et on est en terrain pendant la politique. campagne, il a fait une déclaration. Oui, mais c'était beaucoup plus pour plaire à ceux qui étaient avec lui, avec leur parti et qui disaient oui, bon. Et ça, c'est l'ironie du sort. C'est du wawahet à la Gambienne. Oui, non, j'imagine qu'on l'a choisi en se disant oui, mais lui, il n'est pas méchant. Hein? Il va nous donner 3 ans, il part. Et il leur a montré un autre visage. C'est la politique. Alors, la Gambie, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Pourquoi? Et vous l'avez vu, les dossiers entre le Sénégal et la Gambie ont évolué rapidement dès que Barrow est venu au pouvoir avec le pont de Farafenni et d'autres réalisations. Ce qui aurait été impensable avec Yaya Jammeh. Yaya Jammeh lui-même nous a appris à quel point son pays était important pour nous en créant autant de difficultés possibles pour le Sénégal et son président. Donc, c'est un pays qui est dans le ventre du Sénégal, mais à partir de ce moment, tout ce qui se fait en Gambie, c'est quelque chose que l'on ressent sur le plan géographique, mais sur le plan sociologique et social aussi. Toutes les familles sénégalaises, presque toutes, ont des parents en Gambie. Moi, j'en sais quelque chose puisque je suis à 45 km de la frontière gambienne. Donc, c'est extrêmement important, surtout à un moment où, dans la sous-région, il y a vraiment des développements qui ne sont pas très positifs sur le plan de la sécurité. On a vu à quel point Yaya Jammeh pouvait être nocif et négatif avec les menées qu'il avait avec le MFDC. Alors, vous imaginez, dans cette situation de crise sécuritaire, un Yaya Jammeh qui viendrait ou quelqu'un qui ressemble à Yaya Jammeh qui viendrait, ça aurait été un autre problème très important pour le Sénégal. Mais aussi, je me pose une question, parce qu'on m'a parlé des Gambiens et de la Gambie, il paraît qu'il y en a qui sont déjà nostalgiques de Yaya Jammeh. Rappelez-vous l'image de Yaya Jammeh avec cet avion-là sur le tarmac qui partait. Bien sûr. Voilà. Rappelez-vous ça. Et maintenant, après quelques années, on nous dit qu'il y a des Gambiens qui sont nostalgiques de lui, mais pire. Il y a Barrow qui voudrait se rapprocher de Yaya Jammeh pour être sûr de gagner les élections. Oui. Donc l'importance ou le poids de Yaya Jammeh apparemment est toujours significatif en Gambie et c'est pas bizarre. Mais dans les discours en Gambie, Yaya Jammeh, c'est l'accent le plus présent. D'ailleurs, il intervient même dans certains meetings via des audios où ces partisans qui ont repris son parti, Yaya Jammeh leur parle à travers WhatsApp. Si. Il y a un candidat qui est soutenu par Jammeh. Absolument. Et donc, comme tu le dis, il téléphone presque tous les jours. Et Barrow, je crois, a failli à ce qu'on arrête ça, menace de poursuite judiciaire. Mais à un moment donné, on avait accusé Barrow de vouloir se rapprocher de Yaya Jammeh. Il a essayé. Voilà, il paraît-il, et ça n'a pas marché. Il y a une frange de Yaya Jammeh qui est avec lui maintenant. Qui est avec lui. Le parti s'est scindé en deux. Voilà. Donc le professeur a parfaitement raison. C'est sûr que l'élection de Barrow a changé beaucoup de choses positivement pour nous. Hein. Quand même, ce pont qui a... Farafenni. Oui. Et surtout la stabilité. Nous avons besoin... Au sud du pays, en Casamance. Voilà, en Casamance. Jammeh qui était en connexion avec Salif Sadio. Voilà, exactement. Et qui pratiquement leur donne des armes. Voilà. Donc, un président en Gambie qui veut entretenir de bonnes relations fraternelles avec le Sénégal, c'est dans notre intérêt. Est-ce que Barrow, avec un deuxième mandat, va continuer dans cette trajectoire-là? Si c'est oui, tant mieux. Si maintenant, est-ce que Barrow, avec un deuxième mandat, avec toutes les promesses qu'il avait faites, il ne risque pas d'avoir une situation d'instabilité avec les autres qui risquent de se dresser contre lui? Tout le problème est là. Mais nous, notre intérêt en tant que Sénégalais, c'est d'avoir une Gambie stable qui respecte ses engagements, non seulement avec le Sénégal, mais avec les pays de la CEDEAO et l'Union africaine, et qui permettent aux Sénégalais et aux Gambiens d'aller et venir de manière paisible. C'est notre souhait. Mais si aujourd'hui il y a des nostalgies, il n'y a jamais en Gambie, il y a un problème. Donc,
au niveau de Barrow. Oui, vous savez. Sur le plan économique, sur le plan aussi sécuritaire à l'intérieur, certains disent même que la Gambie qui était plus propre au temps de Jammeh qu'aujourd'hui. Vous savez, dans tous les pays du monde, quand un dictateur s'en va, à un moment ou à un autre, il y aura toujours des nostalgiques. Oui, il y avait de la stabilité. Oui, les gens respectaient la loi. Oui, ils faisaient ceci. Oui, c'est assez inévitable. C'est partout. C'est pas seulement la Gambie, dans tous les pays du monde. Même Idi Amin Dada, le farfelu, quand il est parti, il y a eu quelques nostalgiques en Ouganda par rapport à Idi Amin Dada. Donc, c'est pas Ben Ali en Tunisie. Ouais. À un moment donné, il y avait des nostalgiques de Ben Ali, parce qu'il y avait de l'ordre. Maintenant, il y a trop de pagaille, il y a trop de grèves, il y a trop de revendications. Les féministes par-ci, par-là, avec Ben Ali, c'était la loi et l'ordre. Donc, il y aura toujours cela. Mais maintenant, quelle sera l'ampleur de ces nostalgiques-là? Quel sera leur poids politique, leur capacité de nuisance? Je crois que c'est ça la grande question. Mais j'espère que la CEDEAO est là, pourra toujours essayer d'aider à neutraliser ce genre de mouvement. Et à la question de l'armée, où la plupart des hauts gradés sont toujours des gens qui ont été placés par Yahya Jammeh, qui restent encore au pouvoir. Est-ce que c'est un danger pour la Gambie? Oui, mais ils sont surveillés de près. Si un jour, justement, les forces de la CEDEAO quitter la Gambie. Oui, mais je veux dire, ces officiers gambiens sont surveillés de près. C'est pas pour rien que les troupes de la CEDEAO, disons les troupes sénégalaises, parce que moi, le jour où ils allaient en Gambie, j'ai vu, j'étais dans la région. C'est le mandat de la CEDEAO. Oui, c'est ça, c'est le mandat de la CEDEAO. Ils sont là, mais je dis, c'est la CEDEAO et le Sénégal. L'essentiel de ces troupes-là, c'est des Sénégalais, j'ai vu. Et je crois que je ne suis pas sûr que ces officiers qui sont restés ait suffisamment de pouvoir pour pouvoir renverser la situation. Et ça peut toujours arriver, parce que moi-même, tout le monde a été surpris lorsqu'on a eu un coup d'État dans un pays comme la Gambie. Est-ce que vous savez que la Gambie, dans les années 80, 70, était l'une des meilleures démocraties en Afrique de l'Ouest. Absolument. Je le raconte souvent que le président Daoud Diawara, le dimanche, portait sa culotte, prenait son panier, allait faire la course dans un supermarché. Et aussi, il y avait des élections transparentes qui n'ont jamais été remises en cause. C'est avec l'arrivée de Kukoy Samba Sayang et sa tentative de coup d'État et le coup d'État effectif de Yahya Jammeh que les choses sont compliquées en Gambie. Mais la Gambie, vous pourriez la comparer au Cap-Vert. Maintenant, je crois que compte tenu de l'épisode de Jammeh, il me semble que et la CEDEAO et le Sénégal feront attention beaucoup plus à ce qui se passe en Gambie, de manière à ce que les militaires n'aient pas l'ouverture nécessaire pour faire un coup d'État. Je crois que ça, c'est une réalité. C'est vrai, il y a des Gambiens qui disent « Oui, mais ces troupes de la CEDEAO ou ces troupes sénégalaises nous encombrent, il faut qu'ils partent. » Mais il faut voir combien de Gambiens disent ça. Je crois qu'il y a une expérience antérieure qui pourra permettre peut-être aux institutions sous-régionales de voir un peu la situation. J'ajoute une chose, il y a un média international très connu qui s'est d'ailleurs ému de cela, que le tyran le plus sanguinaire de l'Afrique contemporaine, Yahya Jammeh, risque de peser lourd sur les élections dans son pays. Donc, je crois que la communauté internationale est au courant et il y a des chances quand même que certaines choses puissent être évitées. Et l'armée qui est là-bas, la sécurité, on en parlait tout à l'heure, c'est la CEDEAO qui l'assure avec les troupes sénégalaises, mais il y a beaucoup d'opposants gambiens aujourd'hui à Barrow qui estiment que la CEDEAO doit quitter la Gambie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, quand il y a des troupes étrangères dans un pays, bon, moi étrangères entre guillemets, parce que pour moi l'Afrique, c'est quand j'entends dire tel Africain est étranger au Sénégal, moi ça me fait mal. Donc, mais c'est-à-dire que certains ont le sentiment d'être occupés, entre guillemets, par le Sénégal. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Donc, soit des partisans de Jammeh, ou même des non-partisans de Jammeh qui se disent, mais nous, maintenant, on n'est plus indépendants, on n'est plus souverains. C'est le Sénégal ou la CEDEAO qui dicte ce qui se passe ici. Et disent que Barrow, c'est une marionnette de la CEDEAO, et surtout du Sénégal. Et d'ailleurs, son wax-waxeet là,
Alors, certains disent que c'est Macky, c'est Macky Sall qui l'a encouragé. C'est Macky Sall qui l'a encouragé, il y en a qui le disent. Donc, pour eux, c'est une marionnette de Macky Sall, en particulier, du Sénégal et de la CEDEAO. Et c'est pourquoi ils se disent, s'il reste, ben, la même situation va continuer. Et donc, ils vont certainement essayer de créer des troubles. Et le Sénégal a intérêt qu'il reste. Non, le Sénégal et la CEDEAO même. Et surtout le Sénégal, bien sûr, puisque on a vu depuis son arrivée, quand même, les relations normales, qui devraient être normales de toute façon, ont été rétablies. Et il y a des projets qui avancent. Et ça, c'est dans notre intérêt, c'est sûr. Le sommet Chine-Afrique est prévu bientôt au Sénégal ici, la semaine prochaine, certainement lundi. Comment peut-on analyser la présence de plus en plus massive des Chinois en Afrique? Et surtout, l'argent qu'ils prêtent à l'Afrique, certains estiment que l'Afrique va se départir de pôle pour entrer dans les bras de gens. En fait, c'est une colonisation qui dit pas son nom. Oui, il y a un grand spécialiste qui a analysé la situation l'autre jour et qui a donné une image très intéressante. Il dit que tout le monde court vers l'Afrique pour s'installer ou pour installer des structures industrielles et autres, mais l'Afrique ne va jamais vers les autres, à moins peut-être d'aller demander une assistance. Et ça, la situation biscornue de l'Afrique, tout le monde vient et tout le monde veut s'installer. L'Afrique reste là où elle est et ne va pas vers les autres pour s'installer. C'est une situation paradoxale, mais qui se justifie par le fait que, quelque part, l'Afrique peut-être a besoin des autres, parce que je ne vois pas pourquoi ces gens-là s'installeraient si on n'avait pas besoin d'eux. Alors, la Chine, voyez un peu comment se décrit ce sommet. Une communauté d'avenir partagée. Une communauté d'avenir partagée. Qu'est-ce que nous avons de commun avec la Chine sur le plan historique? Qu'est-ce que nous avons de commun avec les États-Unis? Tout le monde le sait, la population noire américaine vient de chez nous. Qu'est-ce que nous avons avec la France? Tout le monde le sait, la colonisation. Mais quel est l'antécédent historique qui justifierait la présence chinoise? Il n'y en a pas beaucoup, sinon les intérêts économiques. Alors, s'ils veulent, les Chinois, si vous voulez, fonctionner autrement, parce qu'ils insistent beaucoup là-dessus, gagnant-gagnant. Est-ce vrai que c'est gagnant-gagnant? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au moins, une chose est sûre. Vous signez avec la Chine aujourd'hui, demain, ils vous donnent les dollars. Et vous commencez. Je crois que c'est là où les autres... Ils récoltent quoi après eux? Qui ça, les Chinois ou les Sénégalais? Les Chinois. Les Chinois, les Chinois... En contrepartie, c'est quoi la contrepartie? Mais quels sont ceux qui sont en train de construire les routes au Sénégal? Il y a FH, mais à part FH, c'est qui? Les Chinois. Mais donc des marchés. Qui c'est qui rivalise avec la Sonacos, l'arachide du Sénégal? C'est la Chine, non? Oui. Donc il y a un marché qui est là, pourvoyeur de produits dont la Chine a besoin, mais il y a un marché qui est là qui aussi consomme le produit chinois. Vous le savez, si on dit le 1er octobre, c'est la rentrée des classes, allez là-bas du côté de Koloban, toutes les petites robes là et les petits pantalons là produits par les Chinois sont tous achetés pour les enfants. Parce que les mamans et les papas disent, il vaut mieux lui donner un jour faste, le jour de la rentrée. Maintenant, si après le produit se détruit parce que c'est un produit chinois, on n'en parle pas. Mais il y a un marché pour la production chinoise, de même qu'ici, il y a des choses qui intéressent les Chinois autant que notre anacarde intéresse la Chine et aussi les Indiens. Comment peut-on expliquer que l'Afrique continue à être un terrain de jeu des puissances étrangères qui viennent se servir, prendre ce qu'ils prennent, les ressources premières, les ressources naturelles brutes, les apportent chez eux, les transforment, viennent revendre ça en Afrique? Est-ce que c'est l'échec de leadership africain à transformer leur pays de façon instituée? Ici, là. Alors, merci beaucoup, Alassane. Il y a deux choses d'abord que je voudrais dire. La première chose, l'Afrique a intérêt à commercer avec tout le monde. L'Afrique a intérêt à tendre la main à tout le monde, pourvu que ses intérêts soient préservés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'Afrique a intérêt à parler d'une seule voix.
C'est très important. Parce que si nous parlons d'une... Et je l'ai toujours dit, le président du Sénégal s'assoit en face du président de la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'il pèse? Pratiquement rien. Pin-up. Le président de l'Union africaine, qui parle au nom de 50 pays africains, il s'assoit en face du président de la Banque mondiale, on va l'écouter. Parce qu'on sait qu'il a 50 pays derrière lui. Et ça, c'est important. Et si nous le faisons, nous tirons notre épingle du jeu. Parce que nous avons les ressources. C'est le continent pratiquement le plus riche du monde en ressources naturelles. Et le plus pauvre. Et le plus pauvre parce que tu as parlé de leadership. Parce qu'il y a un déficit de leadership. Le leadership est important dans le développement d'un peuple. Si certains pays ont fait des progrès, c'est parce qu'il y avait un leadership. Aujourd'hui, tout le monde pleure Thomas Sankara. 37 ans après son assassinat. En 3 ans, qu'est-ce que Thomas Sankara a mis dans la tête des Burkinabés pour que jusqu'à 37 ans après son assassinat, tout le monde se souvienne de lui? Non seulement au Burkina, mais dans toute l'Afrique, et même dans la diaspora. C'est parce qu'il a dit ceci, qui est fondamental. Notre développement, c'est notre responsabilité. Absolument. Nous sommes capables de nous développer. Nous avons les ressources. Mais il faut des sacrifices pour cela. Il faut des sacrifices. C'est ça le message de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'avait rien. Or, et même les premiers pères, les pères de l'indépendance, comme on les appelle, étaient mus par un certain idéal. La plupart d'entre eux, quand ils quittaient le pouvoir, ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de compte bancaire. Y compris Senghor lui-même qui était là. Il a fallu qu'on lui donne de l'argent pour qu'il construise les dents de la mer. C'est vrai, ça. Aujourd'hui, la génération des dirigeants, c'est celui qui a le plus de milliards, le plus de bâtiments, le plus de terrains, le plus de vergers. Mais il ne peut pas développer l'Afrique comme ça. Donc il faut un nouveau type de leadership en Afrique qui est à cœur de promouvoir les intérêts de leur population. Et la Chine vient, elle, pomper les ressources africaines voilà, pour son économie, c'est ça? Je viens sur la Chine. Vous savez, il y a un certain discours occidental que moi je récuse. Oui. Ok? Un certain discours occidental qui dit aux Africains, attention, la Chine vient vous faire ceci, cela. Et eux, depuis 5 siècles, Ils continuent à piller. Ils continuent à piller. Leur problème, c'est qu'ils commencent à perdre pied. Nous parlions tout à l'heure, au début de cette émission, de ce qui se passe au Mali, au Burkina, avec l'armée française. Ils commencent à perdre pied. Et donc, tous ceux qui viennent proposer une autre façon, Le combat. une autre forme de coopération, parce que la Chine, comme l'a dit le professeur, elle vient, vous négociez, parce que c'est pas, elle a des intérêts à défendre, c'est sûr. Vous négociez, elle vous respecte, elle ne dit pas, je viens vous dire comment vous devez organiser vos élections. La Chine ne vous le dit pas. Et si, une fois que le deal est passé, je mets l'argent à votre disposition. Ce qui n'est pas le cas avec les autres. D'abord, ils mettent plein de conditions idéologiques, politiques et tout ça. Et ensuite, c'est au compte-gouttes qu'ils vous donnent l'argent. Et ce qui fait que donc les projets ne marchent pas. Et la Chine propose une autre forme de coopération. Bien sûr, vous ne pouvez donner que ce que vous possédez. Vous ne pouvez pas donner autre chose. Et dans ce que nous possédons, nous, en Afrique, il y a bien sûr les ressources naturelles. Maintenant, notre problème, c'est d'éviter de brader ces ressources naturelles à tout le monde, que ce soit à la Chine ou à autres, et surtout le problème de l'industrialisation. Et à l'Union africaine, vous connaissez l'agenda 2063. Et cet agenda 2063 met l'accent sur la nécessité d'industrialiser le continent. Nous l'industrialisons avec quoi? Avec nos matières premières. Et voilà. Oui, le débat qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'à vouloir sortir des mains, entre guillemets, coloniales françaises et autres, européennes, on ne risque pas de tomber encore entre les mains des Chinois? Au fond, la question de fond, c'est pour la souveraineté de l'Afrique. Oui, c'est la matière première et de sa liberté de disposer d'elle-même et de faire avec ce qu'elle a ses propres projets industriels endogènes. Oui, c'est pour ça que chaque fois que j'entends qu'on a un projet et que soit le ministre ou le président disent sur fonds propres, je suis très heureux. Voilà.
Et je crois que ce vent de changement, ça c'est Harold Macmillan qui le disait pour l'indépendance des pays de l'Afrique de l'Est, il faut qu'il y ait un vent de changement, a wind of change en Afrique. Et peut-être que, est-ce qu'on n'est pas en train de voir ces prémices? Parce que le fait de vouloir articuler l'Afrique à travers des infrastructures qui iraient du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, ou au moins jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Sénégal, c'est une très bonne chose. La mise en place d'un certain nombre de structures ou d'organisations comme la ZLECA et tout ça, je crois que ça participe de l'intégration. Parce que ça, c'est extrêmement important. L'intégration africaine, à tout le moins l'intégration économique. Ce qui se passe entre le Sénégal et le Mali devrait pouvoir se faire entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Plein d'autres choses. En même temps aussi sur le plan politique, que l'Afrique ne parle que d'une seule voix. Je vois que les gens sont pressés que le président, le nôtre, prenne la direction de l'Union africaine. C'est tant mieux si ça va être une voix qui porte encore plus le poids de l'Afrique et fasse comprendre aux autres que l'Afrique est là, unie, même s'il y a des États qui ne sont pas les mêmes, mais le besoin est le même et la voix est la même. Et c'est important. Et je crois qu'actuellement, avoir un certain nombre de choses bouger, je crois que peut-être les dirigeants africains en sont conscients. Regardez un peu les clins d'œil qu'il y a entre Kagame et Macky Sall lui-même. C'est extrêmement important et on connaît qui est Kagame. Alors donc, il ne faudrait pas que la Chine vienne rien que pour remplacer la Turquie ou la France. Même si, Alassane, vous me permettrez de le dire, je crois qu'il y a des erreurs dans cette présence de la Chine. Et ces erreurs-là, c'est les producteurs d'arachide du bassin arachidier. 250 que met le Sénégal sur la table, 300 que met la Chine sur la table. Au fond, ça enrichit le bassin arachidier. Et c'est la raison. D'ailleurs, c'est tellement vrai que l'État sénégalais a mis des restrictions. Il y a un quota que la Chine pourra acheter. En plus de ça, l'exportation de cet arachide-là, on va taxer ça. Parce que s'il ne faisait pas ça, toute la production arachidière du Sénégal allait être achetée par la Chine pour le grand bonheur des paysans du bassin arachidier. Oui, mais les Sénégalais auraient bien aimé manger cette huile-là d'arachide. Je sais bien. Faite chez eux, ici au Sénégal, au lieu d'importer l'huile de soja. Mais je sais bien. Au lieu de soja. Oui, mais les paysans, écoute. C'est ça le problème fondamental. Oui. C'est la faute à qui? Au Sénégal, on doit transformer l'huile. 300 francs de kilo, ça, c'est du pain béni. Mais beaucoup de Sénégalais disent qu'on aurait pu transformer cette huile-là sur place ici, vendre cette huile de qualité aux Sénégalais, au lieu de la vendanger aux Chinois, et qu'on aille acheter l'huile de soja. Oui, alors écoute, le professeur a parfaitement raison. Il faut d'abord penser aux paysans. Ah oui. Ceux qui produisent ces arachides-là. Mais il faut penser à eux. On pense à la Sonacos. Mais les paysans qui ont des familles, qui ont des projets, qui produisent ces arachides-là dans des conditions épouvantables. Mais il faut d'abord qu'ils aient un prix rémunérateur. C'est tout à fait normal. Alors, si le Sénégal n'est pas capable de donner ce prix, et il y a la Chine qui leur donne ce prix, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Non. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Parfois, on accuse les autres, alors que ce sont nos propres turpitudes qui en sont responsables. Notre intérêt, comme je l'ai dit, c'est de commercer avec tout le monde, mais sur la base de notre souveraineté. Tout ce qui peut faire avancer le Sénégal, tout ce qui peut faire avancer l'Afrique, c'est une très bonne chose. Que ça vienne de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Turquie, pour moi, c'est une bonne chose, à condition que nous ayons la pleine souveraineté sur nos politiques. Et dans cette bataille, on voit les Américains arriver aussi, se réconcentrer en disant que l'Afrique est devenue très importante. C'est ce qu'a dit Blinken la fois dernière. Oui, mais ils ont vu un peu trop tard, l'Afrique a toujours été importante. Je crois que c'est l'histoire américaine aussi qui explique cette distanciation ou cette présence presque invisible des Américains. L'Amérique, c'est pas homogène. La dimension africaine-américaine est là. Quels que soient les trucs, il faut tenir compte de ce facteur-là. Il y a aussi le précaré.
c'est que ces grandes puissances s'étaient divisées, réparties le monde, et les États-Unis reconnaissaient que bon, l'hégémonie française est bien au Sénégal. Mais s'il vous plaît, une seule petite chose. Vous vous rappelez quand les opérateurs économiques du Sénégalais qui achètent l'arachide se mettaient à se plaindre en disant il faut renvoyer les Chinois. Mais même le président de la République, c'est lui qui n'était pas d'accord, parce qu'il s'était dit le kilo d'arachide que les Chinois achètent à 300 francs, mais tous ces paysans du Bachar arachidier vont s'enrichir plutôt que 250. Donc dans ces conditions, c'est pour ça qu'ils ont mis les barrières. Un quota pour la Chine et des taxes, mais laissez-les acheter pour le grand bonheur des paysans sénégalais. Pour revenir aux États-Unis, je crois que j'ai toujours dit que le Sénégal n'était pas un pays quelconque pour les États-Unis. Il n'y a jamais eu de présidence américaine où, si vous voulez, un dirigeant américain, soit le secrétaire d'État, soit le vice-président ou le président ne soit pas venu ici. À nouveau, quand Barack Obama, on disait qu'il allait venir en Afrique, et je me rappelle les discussions qu'on a eues avec l'ambassade américaine, on était pratiquement convaincus que le Sénégal ne peut pas être sauté par Barack Obama. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est ce que je dis, le Sénégal, c'est un pays qui compte dans la diplomatie africaine et internationale. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, à part le Ghana, il n'y a que 2 pays que vous mettez sur la table, éventuellement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Or, sur le plan diplomatique et sur le plan de la reconnaissance internationale, il faut dire que quand même le Sénégal dame le pion à la Côte d'Ivoire, même si le plan économique, la Côte d'Ivoire est plus puissante, peut-être. Donc que Blinken vienne ici, ça coulait pratiquement de source. Qu'il dise ce qu'il a dit sur la démocratie sénégalaise, d'accord. Qu'il dise ce qu'il a dit sur les Sénégalais, ça efface un peu ce que Trump avait dit, et c'est une très bonne chose. Donc nous revenons à des relations normales, et le Sénégal, véritablement... Mais derrière tout ça, il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux, mais justement ce que je vous dis, c'est cet enjeu économique américain que l'on ne voit pas encore de manière précise. Coca-Cola est là et d'autres compagnies sont là, mais il y a d'autres domaines dans lesquels les États-Unis pourraient certainement investir et investir lourdement en Afrique pour accompagner le développement de l'Afrique, mais aussi pour en profiter, c'est des relations commerciales. Donc je crois que ce ne serait pas surprenant que Biden, mais comme il est âgé, je mets un peu, ou Kamala Harris revienne ici. Et à nouveau, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait traduit un peu la position du Sénégal au niveau international. Et tout ça revient à une question fondamentale que vous avez évoquée tantôt, c'est l'industrialisation de l'Afrique, qui la sortira de la pauvreté. Exactement. Exactement. Parce que aucun pays au monde, l'histoire est là, aucun pays au monde ne s'est développé sans industrialisation. Parce que c'est avec l'industrialisation que le pays avance même sur le plan technologique. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas fabriquer si vous n'êtes pas industrialisé. Et l'Afrique, d'ailleurs, le plan de Lagos des années 80 avait comme projet l'industrialisation de l'Afrique. Il a été saboté par la Banque mondiale et l'FMI avec les programmes d'ajustement de triste mémoire qu'on a connus. Mais la Banque mondiale n'a pas été créée pour développer l'Afrique. C'est pour maintenir l'Afrique dans la servitude. Non, mais d'ailleurs, la Banque mondiale est contrôlée. C'est un citoyen américain qui a toujours été à la tête de la Banque mondiale parce qu'elle avait été créée pour la reconstruction de l'Europe. Parce que la Banque mondiale s'appelait la Banque pour la reconstruction. Mettre les pays africains dans la dépendance. Oui, mais elle s'appelait la Banque pour la reconstruction au début. Développement a été ajouté après. Mais elle gérait les fonds du plan Marshall pour la reconstruction de l'Afrique, de l'Europe de l'Ouest. Ça s'appelait la BIRD, non? Banque internationale, voilà. BIRD. C'était la BIRD. Le D est venu après. Mais c'était juste la Banque internationale pour la reconstruction. Donc la Banque mondiale, le FMI, ce sont des instruments entre les pays occidentaux. La preuve, Banque mondiale, citoyen américain, toujours, qui est choisi par le président des États-Unis. FMI européen. FMI européen. Et ça n'a pas changé depuis 77 ans bientôt. Ouais, c'est le partage du monde. Voilà. Donc ces institutions ne sont pas venues pour nous développer. Elles ne peuvent pas faire. C'est à nous, comme disait le professeur Samir Amin, paix à son âme, disait, l'Afrique doit réfléchir par elle-même et c'est important. Il ne faut pas que les autres réfléchissent pour nous. Il ne faut pas laisser les autres réfléchir pour nous.
ils peuvent réfléchir, mais nous devons baser nos politiques sur une réflexion endogène. Et Dieu sait que nous avons des cerveaux capables de réfléchir pour nous. Et c'est ça qu'il faut. Et Alassane, rapidement, je crois que ça va venir, mon cher ami. Parce que finalement, regardez l'évolution culturelle, sociale et sociologique. Les pays extérieurs ne sont plus des références pour nous sur le plan culturel. La présence culturelle de la France, c'est quoi? C'est pratiquement zéro au niveau des populations, à part la langue et les efforts que fait le Centre culturel français qui a changé de nom. Mais la présence culturelle française n'est plus là. L'américaine est là, mais elle est déjà très lointaine. Donc je crois qu'il y a peut-être des prémices que les Africains sont en train de se recroqueviller, c'est pas bon. Ils sont en train de se retrouver à eux-mêmes et sont en train de consommer de plus en plus des choses africaines. En tout cas, le côté culturel le montre. Et il faut que ça aille vers l'économique et d'autres domaines. Voilà, point final à l'air du temps. Merci à Ousmane Sène, directeur de WARC, le Centre ouest-africain de recherche. Merci à Demba Moussa Dembélé, économiste. Bon dimanche à tous. Merci. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.